Alors on commence. Donc, civilisation indienne, on va vite fait essayer d'introduire tout ce beau monde. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est que ça commence ici. Environ vers moins 2500, on sait qu'il y a déjà eu des traces de civilisation avancée autour de la vallée de l'Indus. Attention, pas Amogus, c'est Indus, oui, l'Indus. Donc une civilisation se développe autour de l'Indus ici. C'est à peu près dans le Pakistan actuel, si vous vous situez. Voilà. Ici, on peut voir sur la carte de ville Mohenjo-Daro. Voilà. Voici une trace qu'on a de Mohenjo-Daro. Et ensuite, on a ici Harappa, ici, un peu plus au nord. Voilà. Ça, c'est une reconstitution, évidemment. Et puis, d'après les chercheurs, la ville était vraiment très avancée. Il y avait un système de canaux. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des canalisations. Donc, voilà, tu chiais pas en mode par terre, en mode gange. C'était bien. Civilisation avancée, culture avancée. Donc, vraiment une bonne civilisation. Qui est arrivée, évidemment, après celle du croissant fertile, mais quand même pas mal. Moins 2500, on rappelle. C'est vieux. À l'époque, tes ancêtres, c'était en mode « sous la chancla ». Donc, c'était pas ouf. Donc, voilà. La base de la civilisation indienne, c'était ici. Mais, évidemment, tout va pas se passer comme prévu. Qu'est-ce qui se passe? Vers moins 1500, environ avant Jésus-Christ, les Aryens envahissent l'Inde. Donc ça s'appelle, ils appellent ça la civilisation indo-aryenne, je crois, c'est comme ça. Donc il y a une poussée de population. Après, il y a toujours débat. On sait pas vraiment si c'est vraiment un remplacement ou juste une migration tout simple d'Aryens. Donc en gros, ils s'installent dans le nord de l'Inde et puis après, les autochtones, eux, ils s'appellent les Dravidiens. Ils sont repoussés au sud et ils resteront ici. Donc voici une image des Indo-Aryens. C'est une image comme ça, voilà. Alors eux, ils ont un peu écrasé tout le monde parce que ils maîtrisaient le fer et le cheval. Donc ils ont un peu éclaté tout le monde dans le nord. Comme ça, ils ont pris l'Iran, Pakistan, ils sont descendus au fur et à mesure. Voilà, ils ont pris l'Indus et puis c'est là où la civilisation de l'Indus a disparu. Ou après, peut-être qu'ils ont fusionné, ils se sont métissés. Ça, c'est toujours le mystère. Il y a toujours débat. Une carte intéressante. Voici les principaux grands groupes linguistiques en Inde. Qu'est-ce qu'on remarque? Au nord, c'est une famille indo-européenne. Et puis en bas, c'est les Dravidiens. Donc il y a beaucoup de débats entre Dravidiens et Aryens. Ça fait polémique. Il y en a qui disent que c'est pas vrai, c'est une invention. D'autres qui disent que c'est peut-être un métissage, d'autres une invasion. On sait pas trop. Donc évidemment, il y a plein de mimes qui pullulent. Attendez, je vais vous en trouver. Voilà, par exemple, il y en a qui font des mimes comme ça, ils ont pété les plombs. Il y a le Nordikuk, donc l'Aryen du Nord. Et puis à droite, il y a le soi-disant indien Ubermensch, les Dravidiens. Donc il y a plein de mimes comme ça. Évidemment, ça marche de l'autre côté. Vous voyez, par exemple, il y a des images comme ça qu'on peut trouver entre une femme d'Inde du Nord, donc soi-disant aryenne, et puis du Sud, dravidienne. Et après, le problème, quand tu regardes vraiment des images, tu te rends pas vraiment compte de la différence. Donc après, on sait pas vraiment si c'est des conneries ou c'est juste comme ça. Par exemple, à Bollywood, je sais pas du tout d'où ils viennent principalement les acteurs. Est-ce qu'ils viennent du nord de l'Inde ou du sud? Parce qu'après, c'est un peu fantasmé l'idéologie des Aryens au nord qui auraient tout écrasé. C'est un peu exagéré, je pense. Voilà. Pour la partie historique, maintenant on va essayer de rentrer dans le vif du sujet, la culture. C'est assez compliqué, attention, accrochez-vous. Hop. Voilà. Alors ça, son livre, qu'est-ce que c'est? C'est un Veda. Est-ce que vous savez ce que c'est les Védas? Ça a apparu vers moins 1500 environ, un peu en même temps que l'invasion des Aryens. Je vais vous donner la définition exacte. Les Védas, ce sont des textes sacrés écrits en sanskrit. Donc ça, c'est, je crois que c'est un des alphabets hindous, non? Qui aurait été révélé aux sages indiens. Donc voilà, c'est un peu des livres sacrés, une sorte de Bible entre guillemets, donc c'est pas vraiment ça, mais ça raconte certains récits assez prophétiques. Par exemple, dans les Védas, il y a une tradition qui est ancrée. L'Ajvameda, qu'est-ce que c'est? En gros, c'est une sorte de loi qui dit qu'un suzerain, il doit lâcher un cheval dans toute l'Inde, comme ça au pif, pendant 1 an. Et puis au bout d'un moment, on doit le retrouver. Et à l'endroit où on l'aura trouvé, ça délimitera le terrain que possédera le suzerain, en fait. C'est une sorte de conquérant. C'est lui qui dessine la map avec Paint. C'est Paintman, en fait. Tous les endroits où il aura foulé le sol, ça appartient au suzerain. Et s'il y a des gens, Kevin, qui essayent de le bloquer, le cheval, ou de ralentir, ou je sais pas quoi, ils se font buter aussi. Et oui, à la fin, au bout d'1 an, quand on a fini la tradition, on bute le cheval dans une cérémonie. Et voilà. Aussi, on va y venir. Vous connaissez que l'Inde est célèbre pour son fameux système de caste. Voilà. Ça, c'est le système de caste qui a été mis en place après la lecture des Védas. Donc, pour eux, pour les hindous, la société est divisée en castes. Ça vient des brahmanes à la base, voilà. Parce que c'est eux, les brahmanes, qui lisent les Védas et qui transmettent le message à la population. Donc évidemment, ils sont au sommet de la pyramide, vu qu'ils ont la connaissance des dieux et tout ça. Donc les brahmanes au sommet de la pyramide, très important. Ensuite, viennent les guerriers en deuxième. Eux, ils représentent les mains. Par contre, les brahmanes, eux, ils représentent la tête. Ensuite, après, on a tout ce qui est fermier, paysan, marchand, trader. Trader, c'est les marchands, oui. Là, c'est vraiment les travailleurs pauvres. C'est tout en bas, c'est les pieds, ouais.
Fermier, je sais pas si ça compte dans les jambes, si, je sais pas. Voilà. Après, il y a une autre caste, les hors-castes. Eux, ils sont carrément exclus de la société, mais on en parlera peut-être plus tard. Sauf qu'avec l'importance que prennent les brahmanes, avec leur Veda des familles, ça devient hyper compliqué. Déjà que c'est déjà compliqué à la base, la religion hindoue. En plus, ils vont combiner ça avec les anciens dieux de la vallée de l'Indus. Donc du coup, ça va créer un gloubi-boulga et ça va être ultra compliqué à déchiffrer. Et du coup, il y a que les brahmanes qui comprennent quelque chose à la religion, donc du coup, c'est eux qui ont les pleins pouvoirs quasiment. Ça s'appelle le brahmanisme, c'est la version 2.0 du védéisme qu'on a déjà vu avant, qui était juste la parole des Védas. Donc là, c'est le brahmanisme, ça apparaît vers moins 600, quand les brahmanes ont tous les pouvoirs en fait. On va entrer dans le lore des dieux, accrochez-vous, on va passer en difficulté ici. Est-ce que vous connaissez celui-là? Un des dieux. Je vous laisse réfléchir. Shiva, non. Krishna non plus. Lui, c'est Vishnu, c'est le dieu qui préserve. Donc faut savoir oui, que l'hindouisme ça fonctionne en fonction des cycles, qu'on verra plus tard, et lui il préserve. Ensuite nous avons, lui par contre vous le connaissez, vous l'avez dit tout à l'heure, hop. Le deuxième, alors il y a le dieu de la préservation, c'est logique à chaque fois. Tiens on va le mettre au milieu d'ailleurs, c'est Shiva voilà, le dieu de la destruction. Et Brahma, le dieu de la création. Faudra le mettre ici, déjà, hop là. Vishnu qui préserve, et Brahma tout à gauche, qui crée, voilà. Et ça forme un cycle en gros, les trois forment un cycle. Par contre il y a une petite chose à savoir sur Vishnu, celui-là, celui au milieu. Lui, il aime bien créer des avatars. Il s'amuse à créer des PNJ dans le monde pour aider les humains en fait. C'est incroyable. C'est pour ça que des fois il y a des avatars de lui qui sont dans la mythologie hindouiste. Il envoie des humains ou des animaux pour aider les humains. Donc c'est lui, le créateur d'Avatar, c'est lui. Il s'est cru dans le film Avatar. C'est peut-être pour ça qu'il est bleu après, je sais pas. Alors, où j'étais rendu? Ça, c'est le Mahabharata. Ça, c'est le poème le plus long de toute l'histoire du monde, je crois. Hop. Et c'est une sorte d'équivalent de l'Odyssée d'Ulysse en gros. C'est l'un des plus longs poèmes du monde, qui raconte la lutte trépidante pour le royaume à laquelle se livrent deux familles cousines, les Pandavas et les Kauravas. Et ce qui est intéressant dedans, c'est qu'il y a un passage dedans qui se nomme le Bhagavad Gita, et c'est une sous-partie avec un ton très différent. Ça parle de spiritualité, mais surtout ça parle de lui. Vous le connaissez, Krishna. Et évidemment, c'est un des avatars de Vishnu. On en a parlé tout à l'heure, celui qui crée les avatars qui les spam. Donc voilà, c'était un de ses représentants, Krishna. Important à savoir lui aussi. Voilà, donc à retenir si vous voulez pas trop vous prendre la tête, plus long poème, et dedans il y a Krishna, voilà c'est tout. Donc on n'oublie pas, Krishna, il est relié à Vishnu. D'ailleurs, petite parenthèse, lui vous le connaissez ou pas? C'est Kalki. Lui, il serait annonciateur de la fin du Kali Yuga, c'est lui. C'est un des avatars de Vishnu aussi. Et Kalki devrait annoncer la fin du Kali Yuga quand il reviendra, quand il sera incarné. C'est incroyable. Donc on voit ici Kali Yuga. C'est pour ça quand on dit la fin du Kali Yuga, c'est ça généralement. Bon après résonance de Schumann et conscience des minéraux, c'est un peu plus vague quand même. Donc voilà, on a des questions. Ça vient de là le délire, oui, fin du Kali Yuga. Kalki, Kali Yuga. Ça ressemble un peu en plus. Bon, petite parenthèse, on a déjà vu l'autre, comment il s'appelle, le Mahabharata, le méga pavé poème. Aussi il y a une épopée très importante, c'est ça, le Ramayana, voilà. En gros, c'est l'histoire de Jean-Kévin qui veut sauver sa princesse, un peu comme Mario, et il est aidé d'un roi singe. Donc lui, ça c'est une histoire très importante de la mythologie, un peu comme l'Iliade, quoi. C'est l'équivalent, sauf qu'évidemment, c'est resté ça. C'est comme si les Grecs croyaient encore à l'Odyssée et l'Iliade, c'est incroyable, tu vois, ça perdure dans le temps. Donc voilà, petite parenthèse avec le roi singe, le roi harambé des familles. Et vers moins 200 et 300, on en a marre en fait des brahmanes avec leur société oppressive, donc la société décide de se ramollir un peu et de devenir plus accessible. En gros, le brahmanisme, c'est bon, on a compris. Tout le monde peut adorer comme ils veulent les dieux, sans passer par les brahmanes à chaque fois. Donc c'est là où on arrive à l'hindouisme qu'on connaît actuellement, vers moins 200-300. Donc on retient les trois grandes périodes. Védisme, c'est la première avec les écrits des Védas. Ensuite vient, le brahmanisme, où là ils prennent beaucoup trop d'importance avec la fusion des anciens dieux du temps d'avant. Ils prennent un énorme pouvoir, et puis après, le relâchement avec l'hindouisme actuel vers moins 200 et 300. Voilà, dharma. Est-ce que vous connaissez ce symbole? Attention, c'est compliqué aussi. C'est le dharma. Qu'est-ce que c'est que le dharma? Eh bien, c'est une loi, c'est très important dans l'hindouisme, c'est un des principaux piliers. C'est une loi régissant l'ordre, la disposition générale des choses, cosmiques, sociales et religieuses, dans le bouddhisme et l'hindouisme. C'est l'ordre naturel est comme ça, les dieux ont fait ça comme ça, il faut pas y toucher. C'est pour ça qu'il y a un système de caste, il faut surtout pas briser l'équilibre. Donc si c'est né comme ça, t'es né comme ça en fait. C'est pour ça qu'il faut pas franchir les castes. Donc là, on va voir une autre pyramide des castes en plus en détail. Voilà. Il faut savoir que étonnamment, c'est pas les paysans ou les gros prolixes qui sont tout en bas, mais c'est ceux qui touchent au métier avec du sang ou la mort de près. Par exemple, regardez, les parias, les bouchers, les éboueurs,
Vous voyez, tous les métiers considérés comme sales, pas forcément comme pauvres, mais comme sales, quoi. Et du coup, tu peux pas t'échapper de ta caste comme ça. Quand t'es né d'un éboueur, tu seras quand même en bas de la caste, faut pas rêver. Boucher aussi, t'es né boucher, tu restes boucher. Avec ton CAP boucher, t'es fini. Voilà, le dharma, important, ça a engendré le système de caste. Parce que c'est la loi naturelle, c'est comme ça. Il faut pas y toucher. Hop. Ensuite, deuxième pilier important de l'hindouisme, mais aussi du bouddhisme, le samsara. Ça, c'est le cycle de la vie et de la mort, vous connaissez? On a entendu parler, ça. Quand tu vas crever, tu vas te réincarner en chauve-souris, en chien, en tchad, tu sais pas. Eh bien c'est ça, c'est un cycle de vie éternelle, de vie et de mort. C'est ça, le samsara. Donc tu vis, tu meurs. Et c'est pour ça que les gens se rebellent pas dans les castes. Pourquoi ils se rebelleraient s'ils sont nés comme une merde? De toute façon, s'ils crèvent, ils vont se réincarner. Et s'ils ont eu un bon karma, on va le voir après. Pourquoi? T'as juste à attendre tranquillement. Et hop, tu repop et c'est bon. T'as une bonne vie, tu te réincarnes en tchad. Voilà, c'est tout. Pourquoi pas briser, ça sert à quoi de briser la société si tu sais que tu vas avoir une meilleure vie dans ton prochain respawn? C'est juste ça, la base. Voilà, c'est juste respawn et avoir un bon personnage. C'est le restat. Par exemple, t'es un enculé, si t'es bien gradé, par exemple t'es un brahman, tu peux te réincarner en araignée. Tu vas te faire écraser par des gourgandines qui vont faire « Ah, il y a une araignée !» Tu vas te faire taper dessus, ça va ressembler à rien. Mais après, si t'as été gentil, tu peux te réincarner en tchad, par exemple, voilà. Y avoir un harem, peut-être, je sais pas, si t'es vraiment très gentil. Alors là, faut m'expliquer parce que ça se trouve, est-ce que un boucher qui est tout en bas de la pyramide, il peut se retrouver même en haut de la pyramide, même si juste s'il s'est bien comporté en fait. Je sais pas du tout. Ça faut m'éclairer parce que je ne connais pas tout non plus. D'ailleurs, petite parenthèse, avec les taux, vous connaissez dans Warhammer 40K. Alors c'est juste une faction de science-fiction alien. Parce qu'on remarque les taux dans le jeu, qu'est-ce qu'ils aiment bien? Le bien suprême, donc ça ce serait plutôt du confucianisme. Leurs armes et leur design c'est plutôt japonais, plutôt inspiré du guerrier samouraï, du code de l'honneur, comment dire? Merde, comment ça s'appelle? Le Bushido, voilà, ça a inspiré de ça. Et puis, il y a un troisième pilier aussi, c'est le système de caste des taux. Vous savez, dans Warhammer, ils ont un système de caste, en gros il y a les guerriers, les intellectuels, les travailleurs, et t'as pas le droit de briser cet équilibre. Donc voilà, les taux ils sont inspirés de ça, si vous savez pas, leur système de caste, en tout cas ça vient d'ici. C'est un mélange entre la culture japonaise, chinoise et indienne en fait. Voilà, petit point. Voilà, c'est ça quand on a de la culture, on se rend compte qu'on peut relier des trucs et trouver les références cachées. C'est ça qui est rigolo. Oui, voilà, il y a une triple origine, si on cherche bien. Sauf qu'évidemment, à un moment, il y a quelqu'un qui va en avoir marre. Il s'appelle comment? Il est très connu. Vers moins 500 avant Jésus-Christ. Bouddha, voilà, c'est exact. Alors à la base, c'était un gros bourgeois, Bouddha. Il vivait dans son palais Okalem, son palais de Richou. Il avait des servants, une famille riche, et Red Pill, c'est ses parents qui le protégeaient à mort. Il avait pas le droit de découvrir le monde. Ses parents disaient non, tu dois rester ici, comme un bourgeois, comme un bobo bourgeois. Sauf qu'à un moment, il en avait marre, il voulait voir la Red Pill. Donc il a ouvert la porte, il allait découvrir le monde. Et là, il a mangé la Red Pill de plein fouet. Il voit des pauvres partout, des mendiants, des vieux, des gens malades, des enfants qui se font buter. Il se dit mais c'est pas possible. Qu'est-ce que c'est que ce monde? Et là, il s'est dit que le monde n'est que souffrance. Il se fait Red Pill et il décide de voyager à travers l'Inde pour essayer de se délivrer de cette souffrance. Ça, c'est l'origine de Bouddha. Alors, il y en a un autre aussi qui est un peu moins connu, je crois qu'il s'appelle... comment il s'appelle? Jain Bidule, un truc. Le jainisme, c'est lui qui est à l'origine du jainisme, c'est un peu son clone, mais qui a fait moins de trucs. Voilà. Et qu'est-ce qu'il a mis en place? Le sermon de Bénarès. À un moment, il a eu 5 de ses disciples avec lui, et il a voulu prêter un sermon. Le sermon de Bénarès, donc c'est connu. Si je le retrouve, non, j'ai pu, on va le faire à la mémoire. Donc en gros, pour Bouddha, tout n'est que souffrance. Mais qu'est-ce qui engendre la souffrance? Ça, c'est chose à savoir. C'est le désir. Vous voyez, de vouloir toujours combler ses pulsions et tout ça, ça rend malheureux. Et il s'est dit que pour arrêter ce cycle de souffrance, on doit se libérer du désir. Voilà, de ces besoins bestiaux complètement zinzin qui servent à rien. Donc là, ça doit arrêter pile 90% de la population qui achète des iPhones et qui regarde TMTP. Attendez, je vais retrouver le passage. Voilà. Donc le but, c'est de se détacher de cette condition humaine. Et de par ce fait, il faut atteindre le nirvana. Nirvana, c'est assez complexe aussi. Nirvana, extinction du désir humain entraînant la fin du cycle des réincarnations, vous voyez? En fait, le bouddhisme, il s'inspire un peu de l'hindouisme sur quelques bases, mais il tourne à sa manière. Effet important, dans le bouddhisme, il n'y a aucun dieu. Hindouisme, il y a des dieux. Donc ils mettent en place ça, la volonté d'arrêter de souffrir. Et aussi, Bouddha, pendant ce sermon de Bénarès, il met en place la roue du Dharma. Hop. C'est être juste, en gros. Avoir une vision juste, des intentions justes, un discours juste, des actions justes, une vie juste, un effort juste, une concentration juste et un état d'esprit juste. Voilà, c'est ça la roue du Dharma. On rappelle, Dharma, c'est aussi inspiré de l'hindouisme. Loi régissant l'ordre, la disposition générale des choses cosmiques, sociales et religieuses dans le bouddhisme et l'hindouisme. Donc voilà, c'est une version alternative en gros.
Sauf qu'évidemment, il n'y a pas de dieu. Chose étonnante, le bouddhisme va prospérer comme jamais vu que ça marche bien. Les gens sont assez pauvres de base, donc ils vont plutôt aimer le bouddhisme. Il va se répandre en Inde, tout ça, et même se diffuser en Chine, dans le sud-est de l'Asie, dans le Tibet, et même au Japon. Ça va faire un gros bout de chemin. Sauf qu'évidemment, au bout d'un moment, la religion elle va commencer à vieillir, et elle va se fracturer. On voit plusieurs courants là. Alors désolé, ça, j'ai pas approfondi le sujet, mais je sais qu'il y en a une qui met en place une doctrine différente, comme quoi ce serait plutôt l'individu de se transcender, et les autres, c'est plutôt l'ensemble de l'humanité. Enfin, c'est très complexe, j'ai pas approfondi la question. C'est le bordel absolu. Même au Japon, oui, c'est un mélange entre shintoïsme et bouddhisme, le Japon. Voilà, pour ceux qui savent pas. Donc voilà, ça commence à se scléroser. Au bout d'un moment, le bouddhisme. Et étonnamment, ça va juste persister d'un peu dans le nord de l'Inde, mais dans l'Inde elle-même où c'est né, il y aura plus grand chose. Ça sera plutôt en Chine et au Japon que ça va rester. Et aussi dans l'Asie du Sud-Est. Donc les raisons à ça va être l'invasion des califats d'islam qui vont pousser un peu l'Inde. Ils vont faire beaucoup de dégâts. Et du coup, ça va tasser la religion du bouddhisme. Et à l'inverse, ça va faire ressortir l'ancienne religion hindouiste, qui était un peu en déclin. Du coup, elle revient sur le devant de la scène, l'hindouisme, et celle qui va prendre le contrôle de l'Inde. Voilà. Bon, après, l'histoire de l'Inde, on va pas aller plus loin parce que c'est compliqué aussi. Voilà. Je crois que j'ai fini. Si vous avez des questions, c'est le moment.